elle a changé de nom ce matin. Sarai est devenue Sarah. Et le Ravish dit, Sarai vient de la racine Srara, qui veut dire dominer. Le Sar, le ministre, celui qui prend des décisions. Moshelet. Pour la quête, c'est après. Il a raison, il a raison. Sarai, c'est celle qui décide, celle qui gère. Sarah, Milachon Mesura, dit le Rav Hirsch. Qu'est-ce que c'est Mesura? Umaim ba Mesura tishte. Qu'est-ce que c'est Mesura? C'est mesure. C'est celle qui enseigne Kovarat et Hamida, dit le Rav Hirsch, celle qui fixe la mesure des choses. Ça veut dire que le Rav explique ici que la maman, c'est celle qui est mecha. Je vous le dis en hébreu parce que c'est des termes qui sont forts et je suis sûr que plein de gens ici comprennent, donc c'est dommage de ne pas en profiter. Mechanechet lichush veregesh adin. La maman éduque l'enfant à une certaine sensibilité, une certaine délicatesse du sentiment. Fixer la bonne mesure dans la moralité, dans le bon comportement, le savoir-vivre, c'est la maman qui fixe cela. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de sa stature à elle, du point de vue moral, spirituel, justement. C'est son travail à elle. Elle ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Comme le père, on en parlera tout à l'heure, ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Ça n'existe pas, ça. Il y a des gens qui croient que comme ils sont juifs, alors ils vont enseigner à être juifs à leurs enfants. Comme ils sont juifs, ben c'est normal. Mais juif, c'est pas... Je sais pas, moi, c'est un contenu. C'est pas juste que ma mère est juive, quoi. Si tu n'as pas reçu, tu ne peux rien donner. Donc il faut recevoir. Et c'est pour ça que dans Shulchan Aruch, quand vous verrez tout à l'heure, dans les halachot, ilchot Talmud Torah, avant d'enseigner l'obligation d'étudier, on nous enseigne qu'on doit transmettre aux enfants. Ça veut dire, sache que pour pouvoir leur enseigner, il va falloir que tu apprennes, mon grand. Et donc, regarde la mission que tu as, et tu vas comprendre pourquoi c'est important que tu étudies. On va voir après. Donc, Chava milachon yechabe da'at, mais aussi la shon chavaya. Chavaya. Et ça, c'est très très important. La maman fait vivre à ses enfants de véritables expériences spirituelles. Elle leur donne le lien nécessaire qui fait que ces enfants-là vont en permanence rechercher cette expérience-là. Et entre autres, comment ils la recherchent et comment ils la vivent, cette expérience? Ils la vivent parce que maman, elle raconte des histoires. Vous ne pouvez pas imaginer la force des contes d'enfants sur les enfants. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est une histoire pour les endormir. Il y a de ça. Mais c'est loin d'être que ça. C'est loin d'être que ça. L'enfant capte par le ton, la façon de raconter. Il capte particulièrement chez maman. On n'a pas dit que papa ne raconte pas d'histoire. On a dit qu'il y a ici un message spécial de la maman qui sait faire vivre à l'enfant les histoires qui vont le toucher. Et contrairement à ce qu'on pense, et ça il suffit de vivre pour s'en rendre compte, les enfants sont capables d'écouter des dizaines de fois la même histoire, ils n'en ont rien à faire. Ils écoutent parce que c'est maman qui parle. Et on écoute, ils sont comme ça. Ils connaissent l'histoire, ils connaissent, eux-mêmes ils te disent ouais, ils connaissent la suite. Mais c'est pas grave, raconte-moi encore une fois. Incroyable. Incroyable. Ça c'est la force de l'enfant. Maintenant vous comprenez la responsabilité qu'on a de savoir
de quoi on parle, qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants. Parce que si on est en train de les construire avec ces histoires-là, à des valeurs authentiquement juives, etc., vous vous rendez compte tout d'un coup que vous ne pouvez pas prendre de la littérature qui n'est pas à nous. Les livres qu'on avait, nous, quand on était gosses, et encore plus avant nous, c'était quoi? Qui ne connaissait pas les contes de Grimm? Les frères Grimm, qui ne connaît pas ça? Et vous savez qu'il n'y a pas une littérature plus antisémite que ça. Ouais. On a éduqué des générations et des générations en Europe à la haine de celui qui ne nous ressemble pas. Ce sont des livres dont profondément le message est un message chrétien. Il faut le savoir. Et ces messages-là, ce sont des messages de non-respect de celui qui ne me ressemble pas, de violence, de récompense de ceux qui sont violents. C'est ça les histoires qu'on a racontées aux enfants, à nos enfants depuis des générations et des générations. On les a éduqués à la violence. Alors vous comprenez qu'il faut faire gaffe. Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants entre les mains? Aujourd'hui, il y a un homme extraordinaire. Bon, je ne sais pas si c'est traduit en français. Il y a un psychologue, surtout pour les enfants, un grand spécialiste qui s'appelle Chaim Walder. Et vous devez absolument connaître ça si vous comprenez l'hébreu. Traduisez les histoires à vos enfants. Ça existe en français? Mais Chaim Walder, mais c'est extraordinaire, mais Dieu le bénisse. Quel chokhma, comment il fait pour raconter, pour faire vivre aux enfants ces histoires et les valeurs qu'il fait passer. Là on a un véritable message authentique. Maintenant comprenez que quand je cite ces littératures-là qui ne sont pas de chez nous, je peux aussi vous citer des littératures de chez nous en vous disant attention, quel âge a votre enfant? Quel âge a votre enfant si c'est un petit enfant et vous voulez lui raconter l'histoire biblique? Alors ce soir, David, je vais vous raconter l'histoire de Yitzhak Avinu. Je vais vous parler de la Akedat Yitzhak. Et alors, Akedat Yitzhak. Alors le père, il va prendre son fils, il lui dit pas, ils marchent ensemble. Et puis alors, il attache son fils. Alors, la meilleure, c'est celle-là. Je vais vous la faire en direct. La meilleure, c'est... Donc, le fils est attaché, le père prend le couteau, il prend le couteau, et là, le papa, il dit, ou la maman, il dit, bon, je vous raconterai la suite demain. Vous croyez qu'il va dormir, le gosse? Mais il ne dort pas, le gosse, il est traumatisé, là. Faites gaffe, faites attention. Même le texte biblique qu'on va raconter à nos enfants, il faut le choisir, il faut savoir de quoi on parle. Parce que les enfants sont marqués par cela. Et le message de Rachel pour Kimat, on va dire quasiment terminé avec ce que je voulais vous dire à son sujet. Le message de Rachel, c'est un message qui, à mon avis, est un message de vie extraordinaire des valeurs de la Torah. Rachel ne laisse personne indifférent. Je veux dire, Léa, c'était une tzadékette pas moins grande que Rachel. Mais elle a vécu comme elle a vécu, et elle a apporté tout ce qu'elle a pu apporter, elle est partie. Et la suite. Rachel, elle laisse personne indifférent. Elle avait, moi je la vois comme une, comment on dit en français, je ne sais pas comment on dit, Isha So'eret. Elle est tout le temps en ébullition comme ça. Tout le temps en ébullition, mais pourquoi? Itlahavut. Elle est pleine de feu et de flamme pour servir son Créateur, par amour pour son mari, par volonté de donner le meilleur à ses enfants. Elle est comme ça. Mais pourquoi la Torah nous le raconte? Parce que c'est une trouna, c'est une qualité, c'est un trait de caractère qui est essentiel dans l'éducation. Si vous avez transmis la Torah à vos enfants en leur expliquant que les mitzvot c'est important, mais que vous ne leur avez pas fait sentir que vous, ça vous fait vibrer, vous n'avez pas fait grand-chose. Croyez-moi qu'il y a plein d'enfants et de jeunes adultes et d'adultes qui savent que les mitzvot c'est important. Ils savent, ils ont reçu à la maison. Pourtant ils ne le font pas.
Pourtant, ils ne le pratiquent pas. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ça les saoule. J'ai autre chose à faire, je suis pressé. Comment tu peux dire ça? C'est possible de dire une chose pareille? Bien sûr. Parce que je n'ai pas compris pourquoi c'était important dans ma vie maintenant. Ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Vous comprenez cette notion-là? Comment? Surtout dans la nouvelle génération. Il marche beaucoup par le regesh. Mais évidemment. Mais évidemment. Mais tu enlèves un téléphone à un élève, mais il devient dingue. Si tu veux savoir ce que c'est que le regesh, c'est ça. C'est ça, mais ça, c'est sa vie, il y a tout dedans. Tu lui dis, bon, il y a une nouvelle édition qui est sortie, un livre magnifique, un chumash illustré, Qu'est-ce que je vais vous dire? Et là, il va falloir les faire vibrer. Et je crois que ce que nous dit le Rambam, et c'est ce que je veux faire avec vous maintenant, je crois que ce que nous dit le Rambam, c'est finalement depuis les sources. Tout est écrit, il faut juste l'adapter aujourd'hui, mais tout est écrit, à mon avis, dans la halakha du Rambam. Encore un mot sur Rachel, comme je vous disais, j'avais dit 2, j'ai dit encore un. Yosef. Une des énigmes de Yosef. C'est le Rav Yoni Lavi qui pose cette question-là, et j'ai trouvé ça formidable. Vous avez entendu parler du Rav Yoni Lavi? C'est comment? Il dit, une des énigmes de l'histoire de Yosef, c'est comment c'est possible qu'il n'ait pas voulu un seul instant se venger de ses frères. Ça, c'est une question, je suis désolé, on a beau être humaniste et tout ce que vous voulez, je suis désolé, ça passe pas. Mais c'est vous vous rendez compte? Il s'est vengé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bien tournés en bourrique pendant... Non, ça s'appelle se venger, ça? C'est pas mal. Tu m'as massacré ma vie pendant 22 ans? Et c'est juste parce que je t'ai fait aller venir, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ils ont eu peur pour leur vie, leur frère il est resté... Ils ont eu peur incarné. Parce qu'ils savaient que ça devait se passer comme ça, ils savaient qu'ils devaient... Commencez pas avec des histoires, vous deux. Il savait, il avait vu dans le ciel et... Ils savaient que ça devait se passer comme ça. On parle... Et puis... Non, ce que je veux dire c'est... On parle maintenant... Je veux dire... On aurait pu sortir des textes magnifiques, des midrashim sur Rachel, et c'est très important. J'essaye de lire le texte avec vous pour vous montrer ce qu'il y a écrit dans les mots, travailler sur les racines pour qu'on se rende compte des messages, éducatifs qui se trouvent là. Et on reste là-dedans et on travaille sur le texte commun. C'est-à-dire on a tous le même texte du Chumash, on lit les textes et en effet, on voit que Yosef les a mis à l'épreuve. Mais enfin, par rapport à ce qu'ils avaient, l'intention de faire, ça j'en parle même pas. Mais même ce qui s'est vraiment passé, quand même, c'est pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas un seul instant exprimé d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, le fait de vouloir se venger de ses frères. C'est quand même incroyable. Et le Rav Yoni l'avait dit ça peut être une seule raison. Une seule raison. Il a appris ça d'une maman qu'on n'en voit pas beaucoup. Ima shelo, aima shelanu, Rachel imenu. Dit, cette mère-là, elle a beaucoup souffert elle aussi. Et une des choses qu'on retient d'elle quand même par rapport à Léa, par rapport à son père, et toutes sortes d'autres choses qui ont pu se passer dans son histoire, c'est quand même que elle n'est pas là pour se venger, quoi. Elle ne cherche pas à régler des comptes avec qui que ce soit. Donc d'un côté, elle est toute flamme, c'est une femme qui a une énergie incroyable et beaucoup d'enthousiasme dans ce qu'elle fait. Et comprenez que il n'y a que l'enthousiasme pour faire passer l'enthousiasme aux enfants. C'est-à-dire que pour éduquer nos enfants, on ne doit pas oublier cet aspect-là de l'enthousiasme dans ce qu'ils font. C'est-à-dire quand on leur a expliqué ce qu'il fallait qu'ils fassent, ils doivent aussi savoir que ça se fait avec enthousiasme. Ou je dirais même mieux. Peut-être que ce qui doit passer en premier depuis tout petit, quand ils comprennent encore pas grand-chose, c'est l'enthousiasme.
Je vais vous lire quelques lignes dans les halachot, dans le Mishneh Torah du Rambam. Ilchot yes, non, c'est pas là. Voilà, c'est là. Ilchot Talmud Torah. Quelques lignes dans Ilchot Talmud Torah. Peut-être avant de passer à la deuxième partie, peut-être avez-vous une remarque ou une question sur ce que je vous ai raconté. Vous avez compris déjà? Je parlais de la France. Ça a été? Vous avez compris? Bon, alors, si c'est clair, on avance. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Non, vous disiez enthousiasme avant le... Très bien, bonne question, je t'explique. Maïmonide va nous dire dans quelques minutes, il va nous dire, quand l'enfant commence à être capable d'ouvrir la bouche et de dire quelque chose, on lui apprend Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Ok? On lui apprend le Shema Israël. On lui apprend toutes sortes de petites mélodies, des choses simples qu'il l'enfant d'entendre, qui sont jolies, etc. Et une des choses qui va marquer l'enfant et sa mémoire, ce sont ces psukim-là, mais qu'on va lui transmettre d'une certaine façon. Tout à l'heure, je vous ai parlé du ton, de la façon de dire les choses. Ce psukim-là et les autres psukim que l'enfant gentiment va apprendre par cœur, etc., il faut qu'il les apprenne en chantant. Pourquoi faire? Sur quel ton? Tunisien, marocain? On s'en fout. Il faut qu'il chante. Pourquoi il faut qu'il chante? Pourquoi il faut qu'il chante? Pour ça. Parce que ce qui passe, comment? Oui, pour qu'il ait envie de... Parce que le chant, c'est quelque chose qui m'implique. C'est pas juste des mots qui sortent de ma bouche, ça m'implique. On chante quand on est dans un certain état d'esprit. On provoque un certain état d'esprit quand on chante. Réciproque. C'est rattrapable Pour les Tunisiens, je sais pas. Je crois qu'ils ont 15 ans. D'abord oui, c'est Barour. C'est Barour, mais pas trop Carlibar. Passe plutôt. Alors, mais matai matril aviv lelamdo Torah. À partir de quand le père commence à enseigner la Torah à son enfant? Misheyatri ledaber. Dis-moi, tu ne peux pas lui apprendre tiens-toi bien, fais attention, ne salis pas. Non, pas du tout. C'est pas important ça. Ce qu'on lui apprend, Torah Tzivalanu Moshe, Pasuk Rishon Mishema, et d'autres psukim. Première chose, ça veut dire, c'est ça le chinour, les enfants. Le chinour, ça commence pas quand il aura 12 ans et qu'il faut commencer à préparer la bar mitzvah. Vous connaissez ça? Molichin et akatan mimlamed limlamed acher sheu mahir mimenu ben bemikra ben bedikduk bamed dvarim amurim shayu shneim be'ir achat. Bref, ici Maïmonide pose le problème de choisir le meilleur moré possible pour son enfant. Allez, ça va, il va apprendre quoi à cet âge-là? Il a 3 ans, il a 4 ans. Qu'est-ce qu'il va apprendre? Il y a un bon moré, un mauvais moré, il va les psukim. Vous rigolez ou quoi? C'est là qu'il y a une responsabilité énorme. C'est à cet âge-là que l'enfant se construit. Les psychologues vont vous parler des premières années de la vie, je ne vais pas rentrer dans les âges et les machins. Ils vous disent, c'est là que ça se joue. Après, comme dit David, est-ce que ça se rattrape? Faut voir. Non, mais c'est une vraie question, ça se rattrape. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le Bédia Avad. On est dans le Bédia Avad parce que c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile à un certain âge, c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que c'est pas rattrapable. Ça veut juste dire que c'est Bédia Avad. Quand c'est, ça veut dire c'est a posteriori, c'est plus de l'a priori. D'accord? Mais a priori, c'est le meilleur moré que je donne à mon enfant. Quelle question? Parce que le meilleur moré, c'est pas celui qui connaît mieux les psukim que l'autre. C'est celui qui prend en compte l'enfant, qui prend en compte le regesh de l'enfant et qui va lui en donner, justement, qui va lui donner la possibilité de vibrer avec ça et pas simplement de répéter. Il va le faire vivre, il va le faire
comment on dit en théâtre? Il va le faire, tu sais pas, je sais. Il va lui faire mimer toutes sortes de situations pour ça. Parce que celui qui a mimé un jour, moi j'ai fait du théâtre pendant 6 mois dans ma vie. Ça a laissé des traces. Hein. Mais pendant 6 mois j'ai fait du théâtre, et je vous assure que je peux dire que je me rappelle quasiment, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, je devais avoir 11 ans, 12 ans. Ben, je me rappelle encore jusqu'à aujourd'hui comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai dit, de quoi je parlais. Pas dans le détail, mais je me rappelle, c'est fort quand même. Simplement parce que j'ai préparé, parce qu'il y avait une mise en scène, bref, j'ai m'étais impliqué dans ce que j'ai fait. C'est tout. C'est que pour ça. Imaginez dans les mitzvot ce que ça veut dire. De toute façon, ça se voit tout de suite, hein, les enfants qui vivent comme ça, qui sont impliqués dans la vie des mitzvot, et ceux qui font parce qu'on fait, quoi. Parce que papa et maman, ils ont dit qu'il faut faire, c'est où. Il n'y a pas un danger à faire comme ça. C'est quoi le danger? Il est que tant qu'il y a un régège, ça marche, mais les mitzvahs, le gosse, il ne va pas s'identifier parce qu'il n'a pas le régège pour son mitzvah, il ne va pas la faire. Alors. D'accord. C'est barour que, c'est pas pour rien que je lis le Mishneh Torah du Rambam qui nous dit qu'il faut enseigner la Torah. Le texte. On n'est pas en train de dire viens, on va chanter c'est super important, mais ça c'est après. D'abord Melamedot Torah et on cherche le meilleur Melamed. Il ne faut pas rigoler. On n'est pas en train maintenant de renverser les valeurs. C'est une grosse machloquette à la fin du Moyen-Âge, ça, entre les Litaïm et les Chassidim. C'est une très grosse machloquette. Même le Ramchal, Pafka, j'avais amené un texte pour vous du Ramchal, dans le Mesilat Yesharim, quand dans son introduction, il dit ce que je vais vous dire, c'est rien de spécial. Ouais. Ça veut dire, je sais pas moi, si je voulais vendre un livre, c'est le dernier truc que je ferais, que je dirais. Il dit, vous savez, qu'est-ce qu'il y a dans mon livre? Rien de spécial. Bon, et tu veux qu'on l'achète? Pourquoi tu veux qu'on l'achète? Non, franchement, il n'y a pas grand-chose. Mais alors, il y a quoi? Il y a... je vais vous dire, c'est pas des enseignements profonds. Je sais que les gens qui n'ont pas une grande intelligence, c'est des gens qui lisent les Teilim. Il dit, il faut lire le truc, il faut lire l'introduction, c'est incroyable. Ouais, on considère que ceux qui ne sont pas capables d'étudier la Gemara, ils n'ont qu'à lire des Teilim, c'est déjà pas mal pour eux. Ça. Non, c'est ni ça, je me situe ailleurs. Mais ce que je vous dis, c'est des banalités. Ah, et tu veux... Ouais, c'est des banalités, mais tu sais quoi? C'est des banalités dans le sens où tu les connais parfaitement. Mais le vrai problème, c'est que c'est là. Et que ce que je veux moi maintenant, c'est que ça vienne là. Parce que tant que c'est là, tu ne changes rien à ta vie. Tant que c'est du sikhli, tant que c'est intellectuel, tu n'as rien changé à ta vie. Tu le sais, et tu resteras une crapule, si tu es une crapule, ou si tu es quelqu'un de bien, tu le sais, mais ça ne changera rien à ta vie. Si tu as réussi à le faire descendre dans ton cœur, alors là, tu commences à être nif'al, dit le Chovot Halvavot. Tu vas commencer à être mu par ce que tu as appris, et ça fait bouger les choses, et ça c'est important. Si tu passes pas par là, c'est très dur. Vous savez que dans le Zohar, le coup s'appelle tsavar. Et le Zohar dit, tu sais pourquoi ça s'appelle tsavar? Parce que ça vient de la racine tsar. C'est très étroit. Ça veut dire que le passage du cerveau au cœur, il est très très étroit. Et qui dit étroit, dit difficile. C'est difficile. C'est tellement plus confortable quand ça reste au niveau de la connaissance, tellement plus sympa. Ça n'engage pas trop. Je le sais. Si quelqu'un commence à faire le malin, ouais, je connais. Ouais, tu connais, mais tu le vis. C'est personnel. Ça, c'est personnel. D'accord? Et on ne rentre pas là-dedans. Question. Vas-y, je t'écoute. C'est pas là ici. Oh, je l'ai vu. C'est pas un peu contradictoire au niveau du chinour de devoir prendre un moré pour apprendre les trois psukim en chantant? Non, pas pour ça. Ça, c'est papa et maman. Ah.
Bien sûr, ça c'est Mélamédo, pas de moré pour ça. Le moré, c'est à l'âge où il va chez le moré. Pour l'instant, l'âge du chinour, il commence quand l'enfant commence à dire 2 mots. Et là, il n'est pas à l'école encore. Il n'est pas au GAN, il est avec maman et papa à la maison. Là, on lui apprend. D'accord? Écoutez cette dernière citation à laquelle j'ai pensé pour vous ce soir. Perek Hamishi, dans le Rambam, je veux dire. Perek Hamishi, Ilchot Talmud Torah. Et là, c'est une claque. La vérité, ça fait mal, mais ça fait du bien après, quoi. Keshem she'adam metzuve bichvod aviv u beirato, kach hu chayav bikvod rabo veirato. Ok? Donc, de la même façon que on est tenu de respecter et de craindre son père, on le doit aussi le respect et la crainte du Rav, du maître. Car le Rav et le maître plus que le Rav, plus que le père, pardon. Le maître plus que le père, car le père amène l'enfant dans ce monde, alors que le Rav lui permet de vivre pleinement dans ce monde et dans le monde d'après. Le prépare au monde d'après. Mais il le prépare aussi, il le fait vivre aussi dans ce monde. Et là, vous avez cette fameuse Mishnah dans Baba Metzia, qui est terrible, qui nous dit, que c'est connu, Avedat Aviv et Avedat Rabo. L'enfant est dans un dilemme terrible. C'est quoi? C'est que il est à un point équidistant de 2 objets perdus. Ici, c'est l'objet de son père, ici, c'est l'objet de son Rav. Et lui, il veut faire la mitzvah de Hashavat Aveda. Par qui il commence? Il ne peut pas faire les 2 en même temps. S'il va là, il ne peut pas être là. Donc, il va d'abord là, il amène à son père, après il va là et il amène à son Rav, ou l'inverse. Vous allez dire, c'est tellement important. Mais bien sûr c'est important. C'est important parce que tout d'un coup, on est en train de se poser le problème de la conception de la place du Rav dans la vie de l'enfant. Mais ça aussi, entre parenthèses, c'est un domaine essentiel de l'éducation. Un enfant, il doit savoir qu'il y a une place pour un Rav dans sa vie. Maintenant, le Rav, ça peut être papa. Et c'est ça ici qu'il va falloir comprendre. Mais en tout cas, il faut un Rav. Il faut quelqu'un qui nous dise quelle est la halakha. Une épouse, elle a besoin d'un mari à la maison. Mais le mari, en tant que Rav aussi. C'est-à-dire, elle sait à qui elle pose ses questions. Mais non, si son mari, il n'a pas les moyens de trouver la réponse, il ne connaît pas la réponse, alors on va aller demander à quelqu'un d'autre. Mais la première personne à qui une femme demande, quand elle ne sait pas à la maison comment on fait ça, et d'après toi c'est quoi, comment on prélève ça, etc., c'est au mari qu'elle demande. Le mari, il a une place essentielle dans le couple, à ce titre-là, vis-à-vis de son épouse et vis-à-vis de ses enfants. Le mari doit avoir un rave. Le mari doit avoir un rave, mais il y a un moment où il a appris des choses quand même. Donc il peut répondre à son épouse sur certains points, où il sait où aller chercher pour répondre. Pourquoi la femme, elle ne poserait pas question à un Rav? Parce qu'elle a un mari. Mais alors, le mari, il a une femme. Il ne poserait pas question à sa femme. Non. Tu crois pas qu'elle a assez à faire, la femme, là? T'as pas compris depuis tout à l'heure de quoi on parle? Elle a la cuisine, quoi. Ah ben mince non, alors. pose la question, vraiment. Ah ben si tu poses la question, alors depuis tout à l'heure, je pense qu'on a dit autre chose que la cuisine. Elle a des hautes responsabilités, et franchement, que le père n'a pas. Que le père n'a pas. On parle d'autre chose là maintenant. Elle n'a pas de riouf de Limut Torah, tu vois. Oui. Mais elle a des responsabilités, je sais pas moi, à partir de Rachel, je crois qu'on a dit les choses essentielles. On a d'autres choses à dire sur le rôle, sur l'importance de la femme dans l'éducation. Mais maintenant, si au contraire, si on devait résumer le rôle du père à la maison, c'est d'enseigner la Torah à la maison. C'est-à-dire là, on n'a pas grand-chose d'autre à dire, sauf que enseigner, ça veut dire le texte, ça veut dire réfléchir avec les enfants, ça veut dire s'asseoir avec les enfants, ça veut dire être un exemple pour les enfants. Tout ça, ça veut dire. Mais finalement, ça se résume à ça. Alors que pour la maman, ça n'arrête jamais, quoi. C'est Ima Lelo Afsaka, comme je dis tout à l'heure. Ça n'arrête jamais dans tout. D'accord? Ce que je voulais... Oui, qu'est-ce qui parle? Oui. Quand vous dites que quand le père ne sait pas, on demande à un rave.
Et que pour l'enfant, le Rav doit avoir une place. Il faut déjà qu'il y ait une place de Rav pour le père, comme on prend la place du Rav. Exact. C'est ça que je... Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Si vous voulez, la Mishnah nous présente une situation problématique comme toujours. C'est jamais simple. Toujours on pose un cas difficile. On pourrait faire les choses beaucoup plus simplement, mais c'est parce qu'à partir d'un cas difficile, on déduit aussi les cas faciles. Mais le cas difficile, c'est ça. C'est cet enfant-là, normalement. La première réaction que j'aurais, moi, si on me dit il y a l'objet perdu de ton père à rendre, l'objet perdu de ton rave à rendre, qu'est-ce que tu fais? Mais la réponse, elle est brouhaha pour moi. Je commence par mon père. Enfin, c'est quoi ces histoires-là? C'est clair, non? La réponse de la Mishnah, c'est pas du tout clair, mon grand. Pas du tout. Si tu veux faire la mitzvah de Hashavat Aveda, alors il y a des klalim. Il y a des klalim, il y a des principes. C'est quoi les principes? Les principes, c'est que c'est à celui à qui tu dois le plus que tu dois rendre en premier. Ça veut dire quoi, tu dois le plus? Ça veut dire celui à qui tu dois la vie dans ce monde et la vie dans le monde d'après au travers de ta vie des mitzvot, Torah et tout ce que tu fais dans ton quotidien en tant que Yehudi, en tant que juif. Et là, tout d'un coup, quand je disais tout à l'heure, c'est la claque, parce que tout d'un coup, tu dis, mais attends, mais alors, ça veut dire que moi, en tant que père, finalement, si je n'ai pas étudié la Torah, si je n'ai pas transmis à mes enfants, je ne suis pas la première personne dans la vie de mon enfant, en tant que, je dirais, Dougma Rouchanit, c'est pas moi, c'est... Bah oui, c'est pas toi. Ça, c'est une claque. Hein. Mais c'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire, au travers de cet exemple extrême, on comprend, et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas extrême, j'allais presque dire, qu'on le veuille ou pas, on est maman, mais si on ne le veut pas, on peut ne pas être papa. Et de plus en plus, les papas qui ne font pas leur job, c'est connu, hein, ça ne fait que grandir. On n'assume pas, c'est très dur d'assumer. C'est très dur d'assumer. Une femme, elle est maman, elle a pas le choix. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si tu n'as pas assumé, en tant que père, ton fils, il va voir le rave et tu passes en second. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal, mais en même temps, ça veut dire que alors le Shulchan Aruch va avancer, va dire, évidemment, il faut comprendre de là que le père doit être, et le père est Rabbo Mouvhak chez la Ben. Le rave, par définition, maintenant tu cherches un grand rave, parce que tu parles de, ok, ton père n'est pas obligé d'être ça, mais par rapport à toi, ce que tu as appris de ta vie juive, si ce n'est pas ton père qui te l'a transmis, alors sache qu'il passe en second par rapport à une mitzvah comme un Shabbat Aveda. Et malheureusement, il y a des cas, le Rambam continue avec des exemples de la Mishnah qui sont connus, qui sont bien pires. Hashavat Aveda, si c'est tu as donné à ton père, à ton rab en premier, à ton père dans un quart d'heure, ok, mais quand on parle de Chevi, du père et du rave qui sont tous les deux en prison, tous les deux ils sont en captivité, pour qui je vais me battre pour faire sortir en premier? Là ça fait mal, hein, parce que c'est le même principe. Là ça fait mal et tout d'un coup on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une responsabilité en tant que père d'être le rave de tes enfants. Et ça prend du temps et ça nécessite que le jour... Moi j'ai à Boulogne un jour, il y a un type, je sais pas, je pense que même ceux qui habitaient ne le connaissent pas. Un jour il est venu me voir, il m'a dit, Kvod Harav, j'ai jamais fait ma bar mitzvah. Il avait 35 ans, comme ça un dentiste, il n'a pas fait ma bar mitzvah. Je lui dis alors, qu'est-ce que je te fasse maintenant, t'as 35 ans? Il me dit, ma femme est enceinte et on va avoir un garçon. Je lui dis alors? Il me dit, je ne peux pas imaginer avoir un garçon sans moi-même pas avoir fait ma bar mitzvah. Allez savoir ce qui se passe dans sa tête, j'ai rien compris. Mais tout d'un coup, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, ça a pris du temps. Hein. Mais regardez ce déclic. Tout d'un coup, je vais avoir un garçon, mais je me dois d'être un exemple. Je dois apprendre, je dois savoir. Ok? C'est de ça que je vous parle. Oui, il y avait des questions là-bas. Quand on compare le rôle du père avec celui du Rav, le père peut en dehors d'enseigner des textes,
avoir un rôle qui est aussi un rôle comportemental, moral, etc., etc. Donc la comparaison est difficile. C'est-à-dire de faire le choix entre quelles sont les meilleures valeurs qui ont été enseignées. Est-ce que ce sont celles qui sont comportementales, morales, avec de respect de l'autre, ou alors celles des textes qui ont été enseignés par le Rav? C'est pas forcément aussi simple. Ah non, non, mais... D'abord, il ne s'agit pas de dire que c'est simple. Il s'agit juste de poser un principe à partir duquel on va réfléchir. Il ne s'agit pas de dire que c'est simple. Ce que je peux te dire, c'est que le comportement de quelqu'un, on va prendre un toujours extrême, c'est plus facile à comprendre, hein. Le comportement de quelqu'un qui a pas de Torah, ça ne peut pas être un comportement exemplaire. C'est tout. Ça, c'est tout. Il sait pas comment on doit faire. Ça ne peut pas être exemplaire. Donc, par rapport à ce que la Torah exige, tu as compris. Il peut pas être, il ne sait pas. C'est pas de sa faute. Mais il peut être exemplaire, comme il l'a dit, d'un point de vue moral. Mais qu'est-ce que ça veut dire la morale? Qu'est-ce que ça veut dire la morale quand elle n'est pas la nôtre? Je veux dire, je vais prendre un exemple à shoot. Vous savez ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même? Les non-juifs connaissent ce principe. Mais ils n'ont aucune idée jusqu'où le judaïsme a poussé le bouchon pour nous expliquer ce que c'est que l'amour du prochain. Aucune idée. Aucune. Donc, ouais, alors c'est un exemple, ouais, d'accord, c'est vrai que c'est un être moral, dans le sens où il fait de mal à personne, c'est un gentil garçon, etc. Mais on n'en est pas là. On parle de choses bien plus... ça va beaucoup plus loin que ça. Comment? Être un bon juif. Oui, oui, oui. Ça va beaucoup plus loin que ça. Être une personne exemplaire du point de vue du comportement, si c'est pas imprégné des valeurs de la Torah. Je veux dire, celui qui n'a pas étudié Pirkei Avot dans le détail, je ne vous parle pas des choses compliquées quand même, mais en même temps, c'est profond. Hein. Celui qui n'a pas été étudié Pirkei Avot, celui qui n'a pas étudié l'introduction au Pirkei Avot, qui s'appelle comment? Comment s'appelle le traité qui a été écrit, je ne dirai pas par qui, mais qui a été écrit comme un traité d'introduction au Pirkei Avot. Répète. Les 7 chapitres. C'est 7. Ah, les 8, oui. C'est qui l'a écrit? Rambam. Bravo. Shmona Prakim du Rambam. Celui qui n'a pas étudié Shmona Prakim du Rambam, pour apprendre à se connaître lui-même, à se regarder dans une tournette. Tu prends le Shmona Prakim et tu te regardes comme dans une glace, comme ça. Et tu dis, purée, j'ai du boulot. Ah, c'est tout. Oui, il y avait une question, je voulais poser. Non, c'était simplement pour, je sais pas si pour rajouter un truc, mais au final, le mari et la femme, on a un aspect, on a un rôle, et je dis pas limité ou limitatif, dans le sens où il y a aussi parfois la fréquentation, l'entourage, à plus ou moins, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Et il ne s'agit pas, quand je dis ça, de créer un alibi pour jeter l'éponge, mais c'est vrai qu'on peut avoir un entourage qui peut aller à contrario dans un sens comme dans l'autre, malgré les efforts du père ou de la mère. C'était pas une... Alors, sache que Maïmonide pose ce problème-là de façon très claire. Il dit, avant de commencer quoi que ce soit, où tu vas habiter? Où tu vas habiter? Maïmonide dit, lorsque, je vais au bout du film, hein, je ne vais pas tout faire il dit au bout, si tu trouves aucun endroit où tu puisses habiter, dans le sens où, tout simplement, quand tu sors de chez toi, quand tu regardes, tu ne tombes pas sur ce que tu ne dois pas voir, ou tu n'entends pas toutes sortes de choses que tu ne dois pas entendre. Si ça n'existe pas, va habiter dans une île déserte. Il le dit, c'est complètement fou, il se moque de qui? Non, non, non. Tu ne peux pas. Sache que les parasites à l'éducation, et pas seulement l'éducation, c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour le couple lui-même. Si tu n'arrives pas, va loin, loin là où il n'y a personne, là, parce qu'il y a un moment où tu ne peux pas construire, tu peux plus avancer, parce que l'entourage est parasite complètement tous les efforts que tu peux faire. Maïmonide insiste beaucoup sur ça, tu as raison, c'est très important. Il n'y a pas aussi une question du côté des dames là? Moi j'avais une question. Non, par rapport au Torah, parce qu'on parle beaucoup du père et du fils. Mais, la fille aussi, hein, mais c'est père-fille aussi, ou c'est-à-dire, ça, est-ce oui. que du coup, quand c'est des filles, est-ce que... Non, c'est vrai. C'est pour ça. Je suis d'accord avec elle. T'es pépère toi, hein? Ah, j'ai compris. Là, ça
c'est-à-dire c'est pas le même limoud et c'est pas forcément la même approche que les femmes ont. C'est Mais pas on- la même idée, c'est plus axé sur certaines Le vies, stade etc. initial, Est-ce que du coup, est-ce que le rôle il se transpose sur la maman et Non, quoi, et papa, du coup, il n'y a plus rien. Non, d'après ton raisonnement. Oui, vas-y au bout. D'après J'ai ton raisonnement. l'impression que je peux, moi, plus être un modèle de comportement pour mes filles, parce que forcément on se ressemble plus, D'accord. etc., que leur père il peut leur transmettre d'autres choses, mais j'ai l'impression que... Non, mais la question, c'est sur l'autre chose. C'est clair que ce que tu dois faire toi, c'est toi qui dois le faire, il n'y a personne. Ok. Mais quand on parle du. C'est vrai que, comme disait tout à l'heure notre ami Stroke, il n'y a pas une obligation de la Torah pour la fille d'étudier. D'accord? À partir de là, le rôle du père, c'est quoi? 2 minutes, c'est pas parce que c'est pas une obligation de la Torah que le père, il ne doit pas construire un lien aussi, parce que l'autorité, le rave à la maison, pour les filles aussi, c'est le père. Quelle question? Donc il faut ça se construit, ça n'est pas, comme on dit, ex nihilo. Ça vient comme ça. Je suis ton père. Tu as compris? Ben non. Ça se construit. Le père, il construit ce lien-là. Et c'est pas simple. Mais il faut que je vous avoue quand même un truc. J'ai l'impression que, enfin, c'est plus qu'une impression, c'est aussi un peu d'expérience. En réalité, vous ne faites pas attention à la formule, hein, mais je crois que je la dis comme je la sens. Je pense que si la mère le veut, le père n'existe pas. Ça veut dire que s'il y a un père, c'est parce que la mère lui donne la place. La mère peut prendre ses enfants et faire avec de ses enfants ce qu'elle veut, leur donner tout et faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de papa. Il n'y a pas besoin! Elle le croit. Elle le croit. Vous avez bien compris que si Boris Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait un père et une mère, c'est pas pour rien. Mais elle peut le faire, ça veut dire qu'en réalité, c'est tout entre les mains de l'épouse, de la maman, de dire à leur enfant, de dire à l'enfant, va demander à papa. Papa, il va te dire. Papa, il va t'expliquer. Papa, il va étudier avec toi. C'est la mère qui fait ce travail-là. Je parle surtout tout petit, quand les enfants sont tout petits. Si la maman le veut, il n'y a pas de place pour le papa, il n'y a pas de papa. C'est terrible. Ça va. C'est terrible d'ailleurs. C'est pourquoi c'est terrible. Parce que les papas, ils le savent. Vous savez pourquoi ils le savent? Je rigole pas, là, pour une fois, je rigole pas. Vous savez pourquoi ils le savent? Parce que il faut du temps pour la femme pour le comprendre. Et quand elle vient d'accoucher, et quand les premiers mois, et elle-même, il faut qu'elle se retrouve dans cette histoire-là, eh bien, l'enfant, il lui prend toutes ses forces, il lui prend toute son énergie, il lui prend tout, elle est vidée, elle n'a plus rien, plus d'énergie pour rien. Et elle s'occupe de son enfant nuit et jour et nuit et jour et nuit. Il n'y a pas besoin de papa. C'est elle qui doit, tout petit déjà, prendre un peu sur elle pour tout d'un coup se retourner un petit peu et dire il n'y a pas que mon bébé, c'est pas seulement lui l'amour de ma vie, il y a mon mari quand même, il est là, et puis c'est le papa. Si elle ne fait pas ce travail-là, il n'existe pas le papa. Mais c'est elle qui doit le faire ce travail-là. Et il y a des maris qui souffrent énormément de ça. C'est que finalement, elle n'a pas compris, quoi. Elle est tellement comme ça devant son bébé que tout d'un coup, elle se passe très bien de son mari. Mais quel... Comment? Tant qu'il n'y en a qu'un seul. Tout de suite, Non mais j'ai compris. Et vous avez compris quoi? La même chose que vous. T'as raison, mais il n'empêche. Je t'assure que ce phénomène-là, il laisse des traces dans le couple. Il laisse des traces. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Je vous entends pas. Vous êtes d'accord que si vous ne le voulez pas, il n'y aura pas de papa? Ils sont tout petits. Mais vous comprenez que s'il n'y a pas eu la place petit, ça va être dur. Hein. Que nourrissons après. Ah, plus que ça. Bon. Je voudrais encore un mot. Et peut-être, je sais pas quelle heure il est, Birklal. Ouais, ben, va s'arrêter. Ouais. Chut. Ça va jusqu'au niveau. Ça va jusqu'au. Ça s'arrête où? Ça s'arrête où? Le fait d'être le rave de son fils, au bout d'un moment, on espère tous que le fils soit plus fort que nous. D'accord.
C'est-à-dire qu'à un moment, si le fils il a besoin de me poser des questions, il connaît les réponses. C'est moi qui lui ai posé. La régie a du mal quand même. Hein. Hein? La régie a du mal à vous suivre quand même. Mais écoute, tu te débrouilles. Ça, c'est ton problème. Essaye de, j'essaye de gérer le Faut un mien. mettre sur roue en fait, hein, pour vous suivre. C'est de la faute de David. Le fait qu'un jour ton fils aura, entre guillemets, besoin d'un rave plus grand que toi, qui sait plus que toi, parce que toi tu lui as donné tout ce que tu pouvais lui donner, ne change rien au fait que c'est toi qui lui as donné ces cohortes-là. Cette énergie et cette connaissance-là qui fait qu'il a envie d'aller plus loin. Si tu as réussi à donner à tes enfants la volonté d'aller plus loin dans l'étude de la Torah, au point même que tu dises « mais il sait plus de choses que moi », tu as fait ton boulot. Parce que de toute façon, il reviendra en permanence vers toi. Donc, Shabbat Aveda, il donnerait à son père. Mais évidemment. Purée, il a été traumatisé là. Il a été traumatisé, David. Non mais moi je reconnais que c'est traumatisant. Hein. Un truc comme ça, tout d'un coup tu te dis, ah, vache, je vais m'y mettre hein, tout de suite en rentrant là. C'est Non, pas. ouais, vas-y. Au regard de ce que vous nous dites, comment on doit comprendre le pasouk? Alors, il y a une interprétation certainement, mais Tsar Beni Moussar Avicha Vatitav Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, la mère, son message, est-ce que son Moussar, c'est de la Torah, réellement, ou qu'elle a un rôle vraiment de transmission, elle aussi, de l'Im Torah, quelque part? Est-ce que tu as entendu ce pasouk, ce que tu as lu là, ce que tu as dit là? C'est la de Rambam, Non mais c'est un pasouk de Michelet. oui. Ça commence par là. Est-ce que tu te rends compte ce qu'il y a écrit? Écoute mon fils, la morale de ton père et ne te détourne pas de la Torah, de la loi de ta mère. Attends, mais je crois que c'était l'inverse moi. La Torah c'est qui? C'est pour ça qu'on le dit justement. Hein? C'est pour ça qu'il faut le dire. C'est-à-dire? Parce que naturellement, la Torah est chez le père et la morale chez la mère, donc on veut dire. Ça veut dire que... Ouais, exactement. Voilà, très bien. C'est ça la réponse. La réponse, c'est que au-delà de ce que la Torah, n'oublie pas que Michelet, c'est pas la Torah. Michelet, c'est le nar. C'est la partie qui n'est plus la loi. Donc c'est comme si on te disait, on sait déjà le rôle du père. Mais non, sache que ton père, il a aussi un rôle de celui qui est là pour te dire, mon fils, fais comme ça, fais pas comme ça. Ça, même si ça ne touche pas obligatoirement le Shulchan Aruch, le comportement, le moussar, la morale, l'éthique, le père est là, il doit aussi être capable de cela, évidemment. Et la maman aussi, Torah Timecha, la Torah, c'est un des Perushim, hein, il y en a plusieurs sur ça. Hein. Torah Timecha, la loi que te transmet ta mère aussi, elle a une approche de la loi, pas seulement la loi, mais une approche de la loi qui est bien à elle. Et il faut écouter, il faut surtout ne pas te détourner de cela. C'est important, c'est un grand message. Oui, madame. La femme de M. Strock. Quand vous parlez de la place du père et de la mère, il n'y a pas aujourd'hui concrètement beaucoup plus de problèmes de comportement chez les enfants parce qu'il y a un problème de bilboul sur les places et même si la mère, c'est-à-dire que la mère elle peut donner autant qu'elle veut, s'il n'y a pas de place du père, on voit concrètement qu'il y a de plus en plus de problèmes de comportement chez les enfants, plus en plus de problèmes de kéchef, plus en plus de beaucoup de choses comme ça où on regarde en superficie, mais au fond, on a raté la base. Je vais vous dire, c'est une question très difficile parce que à cette question-là, je dirais presque il faut qu'on s'assoie l'un en face de l'autre et qu'on discute du problème précis. Malgré tout, il y a des règles générales sur ce sujet-là précis. C'est vrai que chacun doit savoir exactement quelle est sa place et que chacun doit donner la place à l'autre et particulièrement la femme à son mari, comme je disais tout à l'heure. Malgré tout, le plus important, c'est qu'on soit d'accord tous les deux.
Ça veut dire, c'est très très chaud entre nous. Hein. On n'est pas d'accord sur plein de sujets. Hein. Ça va dans tous les sens. Mais les enfants doivent pas être au courant de ça. Ça se règle dans votre chambre à coucher. Quand vous sortez de là, vos enfants, ils entendent une seule voix. Maman, je peux aller... va demander à papa. Papa, maman a dit oui. Papa, ah oui, papa, oui. Catastrophe. Si vous avez tous les deux dit non, que ça soit clair, c'est non. L'enfant, t'as dit non, il va voir son père. Je comprends pas, mais maman t'a déjà dit non. Terminé. Il va jouer à ça 2 fois. C'est terminé, il n'y aura pas une 3e fois. Il a compris qu'il a un bloc en face de lui qui s'appelle papa, maman, et que sur ce bloc-là, c'est même pas la peine d'essayer de jouer, de rentrer sur le côté, il n'y a pas. Et ça, c'est ce qui le structure. C'est ce qui le structure. Et sur ça j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je sais pas, j'espère qu'on aura d'autres occasions de se rencontrer. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je voudrais juste vous dire un mot. Dans le livre que j'ai eu l'occasion de Baruch Hashem d'écrire, avec beaucoup d'informations intéressantes, il y a juste un point que j'ai cherché, que j'ai découvert chez le Rav Wolbe. Vous savez que le Rav Wolbe a écrit un livre qui s'appelle Zri'a ou Binyan. Extraordinaire. Littéralement, c'est ensemencer et construire, ou l'ensemencement et la construction. Et il dit que on retrouve ces termes-là dans la Tfila, ou Tzmicha et Binyan. Il dit, il y a marqué Matzmiach Keren Yeshua, il y a marqué Bonei Yerushalayim. Et ces termes-là, ils ont une très très grande importance dans l'éducation. Je vous explique ça et je vous souhaite une bonne soirée. C'est quoi la différence entre la tzmicha et le binyan? Vous pouvez me dire, entre le fait de faire pousser quelque chose, donc d'ensemencer plutôt, pour que ça pousse, et construire. C'est quoi la différence entre les deux? Non, c'est moi qui ai planté, c'est moi qui ai construit. J'ai un plan. Quand on ensemence. Et alors, qu'est-ce qu'il y a le plan alors? La construction, je sais où je vais finir, l'Azria, je sais pas ce que c'est. La dynamique, Non, c'est quand on Vous ensemence. voyez que les choses du point de vue négatif. Moi, je cherche dans mon intervention à moi, quelle est la différence entre les deux. Ouais. Alors que Binyan, alors ce qui est bien avec David, c'est qu'il ne le savait pas avant, mais comme il écoute, il suit, il a bien compris de quoi on va parler. Donc, kol hakavod David, c'est bien. J'explique. L'éducation, c'est la somme très adina, très délicate, très fine entre la capacité des parents d'être à la fois ceux qui sont matzmichim, c'est-à-dire qui vont faire pousser quelque chose, et à la fois ceux qui sont bonim. C'est le dosage savant entre ces deux termes qui fait l'éducation. J'explique. Le binyan, depuis les fondations jusqu'en haut, c'est moi qui construis. Je paye une équipe et je vérifie tout, de A à Z. J'ai les yeux sur le truc jusqu'à ce qu'on arrive au bout, à la dernière finition. Ça ne peut pas être autrement, c'est ça le binyan. Tzmicha, c'est après avoir ensemencé, je vais faire en sorte que les choses poussent le mieux possible, mais après je n'interviens plus, je ne peux rien faire. Ça va se passer tout seul. Vous voyez à peu près le projet de l'éducation qu'il y a là derrière? Il y a une éducation où je maîtrise tout. Je maîtrise tout, de A à Z, moi le père ou moi la mère ou les deux. Ça existe ça? Et comment? Mais je lui dis non, mais attends, j'ai pas parlé des dégâts. 2 minutes. Ouais. Mais je te parle de la volonté des parents. Ouais. Mais oui. Les dictateurs. Ouais. On en fait des robots. La question c'est jusqu'où ils vont jouer le jeu, quoi. Mais ou bien c'est zri'a, c'est tzmicha,
C'est-à-dire, je dois donner beaucoup pour mettre la graine dans la terre et pour qu'elle soit de la meilleure qualité possible et pour qu'elle donne les plus beaux fruits possibles. Et ce travail-là, il prend du temps et de la volonté et la tfila et tout ce qu'on peut imaginer d'important dans le rôle des parents à ce moment-là. Mais je dois absolument laisser un moment cet enfant-là s'épanouir, lui aussi tout seul, selon ce qu'il est. Et là, c'est le deuxième pasouk qui dit quoi? Chanoch la na'ar al pidarko. Pas autrement, c'est pas possible. Si on n'est que dans le t'es un grand, tu te débrouilles, alors on provoque chez l'enfant un manque de bitachon terrible. T'es grand maintenant, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu sais. En réalité, les parents qui parlent comme ça, souvent, sont des défaitistes. Ils ont déjà décidé qu'ils n'ont pas envie de s'en occuper. Et ils trouvent toutes sortes de raisons pour grandir l'enfant en lui disant « Mais tu sais bien, mais tu sais, tu n'as pas besoin de moi. » En réalité, c'est lui qui n'a pas envie de s'occuper de son enfant. D'accord? Donc bon, c'est... Si on n'est que dans « Je te laisse pousser, grandir », c'est une catastrophe. Si on n'est que dans « Je maîtrise tout au millimètre près », on fait des robots. Et dans les deux cas, c'est une catastrophe. Vraiment. Vraiment, dans les deux cas, c'est mauvais. L'ajustement, il est là. C'est, oui, pour investir un maximum dans nos enfants. Investir pour leur donner le meilleur possible. Comme a dit un jour quelqu'un que vous connaissez tous très bien, donc je ne vous dis pas qui, m'a dit, quand tes enfants arrivent à l'âge de 18 ans, 20 ans, tu te rends compte à ce moment-là de ce que tu leur as pas donné. Mais tu peux pas, ça y est, tu n'as pas donné. Tu te rends compte aussi de ce que tu as donné. N'essaye pas de savoir, tu sais pas. Ce que tu leur as pas donné, à ce moment-là, tu t'en rends compte. Tu te rends compte aussi de ce que tu as donné, évidemment. Mais ce que tu n'as pas donné. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu regardes et tu dis, quand même, j'attendais un peu mieux de son comportement. Hein. Plus généreux, plus comme ça, plus comme ça. Après, tu réfléchis, tu te dis, mais... Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il le soit? Je n'ai pas donné. Il l'a pas. Donc il va falloir qu'il travaille tout seul. Ça va être dur. Vous comprenez? Ce que vous n'avez pas donné à votre enfant, vous le voyez, vous le verrez plus tard. Et ce que vous avez donné aussi, Baruch Hashem, c'est sûr. C'est ça qui fait du bien. Mais savoir, mais en même temps savoir qu'on n'est pas parfait, quoi. Donc, Avodat Amidot, ça concerne tout le monde. Les parents, mais les enfants demain, ils n'ont pas reçu du 100%. Alors à eux de continuer le travail, ce qu'on n'a pas pu leur donner, ce qu'on leur a donné en petites doses et qu'il faut augmenter, il faut leur donner. Mais on voit chez nos enfants ce qu'on n'a pas su, ce qu'on n'a pas pu, ce qu'on a, je sais pas moi, qu'on n'a pas donné. On le voit aussi. On n'a pas été aussi. Et c'est ça, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Ou tu n'as pas suffisamment su gérer des qualités que tu as pour les transmettre. Tu les as pas, tu n'as pas su gérer ça. Mais Ça alors. se fait beaucoup par exemple aussi. Ouais, tout à fait. Mais va savoir pourquoi ça, comme on dit, Nafal ben Akisaot. Va savoir pourquoi. C'est passé entre deux chaises qui louent. Mais souvent, Ça ça, t'arrête. mais parce que c'est souvent, pas un ça passe binyan, à justement. l'un et pas à l'autre. Voilà, ça aussi. Alors que Et un tel c'est- enfant, il a capté, pas l'autre. Tout à fait. Oui, tu Parce dis. que c'est pas un binyan aussi, c'est parce que c'est une smicha justement. Bravo, Non, bravo. mais c'est parce qu'il y a des choses qui sont pas 1 plus 1 égale 2, quoi. C'est naturel. Oui, Non, c'est- mais c'est plutôt. Moi, je pense que c'est plutôt comme a dit madame, rappelle ton prénom. À nous. Anouk. C'est plutôt comme dit Anouk, c'est que on se rend pas compte. C'est tellement. Imagine, tu as plusieurs enfants et tu fais photocopie rank Xerox. C'est génial. C'est-à-dire que tu as mis toute ton énergie dans le premier ou la première, et à partir de maintenant, tous ceux qui naissent, c'est le même profil. Et c'est kiff. Ouf, une fois t'as donné, un peu. Mais non. Mais non. Chacun, tu recommences tout. Et quand je dis je recommence tout, c'est pas pour l'enfant, c'est aussi toi, tu te remets encore une fois en question. Parce que l'enfant, il sait te secouer exactement là où ça fait mal. Et chacun avec son style. Donc tu te rends compte il a pu arriver que tu es passé à côté d'un truc. Donc on change entre temps. Et en plus, tu as grandi entre temps. Avant, faut descendre. Ou tu as vieilli, ça dépend. Façon de voir. D'accord? J'espère que... Oui, madame.
Macom, au niveau de Ramban, quand il parlait du Macom, d'après ce que j'ai compris, c'est-à-dire qu'il faudrait vivre dans une misgueret Goura, et cette Non, pas Sgoura, mais une misgueret où, encore une fois, tu fréquentes des... Tu choisis ton milieu. Tu choisis. Tu vas pas, si vous voulez, comme font malheureusement beaucoup de gens, c'est... Oh purée, il est beau ce quartier. La vérité, les maisons, ouais. Magnifique le quartier, super joli, les maisons splendides. Ah, je veux la maison, là ça m'intéresse. Alors il s'installe dans la maison, après il commence à regarder, mais c'est pas pour nous ici. Il n'y a pas de synagogue. Il n'y a même pas un bet, il n'y a pas un bet sefer à moins de, je sais pas. Mais réfléchis avant. Ouais. Réfléchis avant. C'est ça le truc, c'est par quoi on commence, c'est quoi les priorités? La priorité, c'est de savoir que tu vas rentrer dans un milieu qui te correspond, où tu vas être entouré de gens qui sont le plus proches de toi possible, ou plutôt même qui mettent la barre un peu plus haut. Et là, tu avances. Tu comprends? On ne compte pas sur les miracles. En disant, mais non, mais nous... Et le Rambam dit, c'est pas vrai seulement par rapport au problème des enfants, c'est vrai aussi pour les adultes. Il faut oser, hein. Je vous souhaite une bonne soirée. Shavua Tov.